Ah, très bien. On va commencer sans eux. Alors, bonjour, salut tout le monde, et bienvenue à cette table ronde sur l'évasion fiscale qui lance le merveilleux week-end Formaction. On accueille aujourd'hui, c'est le 29 mars 2024, Colin Hemmel du Gotham City, bienvenue. Gotham City, c'est un journal suisse qui, entre autres, parle d'évasion fiscale et de raison pour laquelle on a cette table ronde aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, je m'appelle Nathan et je suis avec Nino. On est des membres des Jeunes Pop et on va parler aujourd'hui de ce qu'on a décidé d'appeler des méfaits fiscaux, donc faute de meilleurs mots, c'est-à-dire globalement toute stratégie utilisée par les possédants pour éviter de payer des impôts, que ce soit des moyens légaux comme l'optimisation fiscale ou alors des moyens illégaux comme l'évasion fiscale. Pour commencer, du coup, Colin, est-ce que tu peux te présenter ton travail à Gotham City et peut-être nous raconter une affaire sur laquelle tu as travaillé et qui t'a marqué? C'est bon. Donc, je m'appelle Colin Hemmel. Merci de m'avoir invité, du coup. Je travaille pour Gotham City. Ça va le son? Ça ne résonne pas trop? C'est bon. Donc Gotham City, on est un petit média basé à Lausanne qui fonctionne uniquement sur abonnement et on fait ce qui s'appelle de la veille judiciaire ou de la chronique judiciaire. Ce qui est parti d'un constat qui était qu'avant en Suisse, il y avait, dans la plupart des journaux, il y avait une rubrique dédiée aux chroniques judiciaires. La plupart. Je parle moins vite. Ok. Donc il y avait ces rubriques qui existaient dans la plupart des journaux suisses et qui traitaient pas seulement d'affaires de meurtre ou de choses comme ça, mais également de criminalité économique. Et puis peu à peu, avec le temps, les budgets des journaux ont rétréci et ces rubriques ont fini par embaucher beaucoup moins de journalistes qu'avant. Donc du coup, une des raisons qui a poussé les cofondateurs de Gotham City, qui sont mes collègues François Pilet et Marie Maurice, c'était le fait que eux, ils avaient envie de raconter ces histoires de criminalité économique liées à des affaires judiciaires. Mais il n'y avait plus d'espace pour ça dans les autres journaux. D'où la volonté de lancer Gotham City. Donc ce qu'on fait nous au quotidien, c'est que soit on se déplace au tribunal, soit on consulte des bases de données judiciaires et ensuite on relate ce qu'on y trouve du moment que c'est d'intérêt public et en lien avec la criminalité économique. Donc ce qu'on appelle criminalité économique ou criminalité en col blanc, c'est plutôt les crimes, ou les délits qui touchent les plus riches, c'est-à-dire les grandes fortunes, les personnes qui ont du pouvoir, qui sont connues, également les cadres supérieurs dans les banques, par exemple. Donc c'est très large, ça englobe la fraude fiscale, la corruption, le blanchiment, les escroqueries. Donc voilà, c'est ça qu'on fait. Et on se focalise surtout sur la Suisse. Et puis on a également une édition française dont je suis en charge, parce que je suis pas suisse, moi, je suis française. Voilà. Voilà. Pour la présentation de Gotham City, je peux rentrer plus en détail si vous avez des questions. Et un article sur lequel qui est en lien avec le thème dans lequel on va parler aujourd'hui, sur lequel j'ai travaillé, c'est l'affaire de Pierre Castel. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est un milliardaire français qui est à la tête de l'Empire Castel. Il est actif dans les vins et les spiritueux. Il fait partie des plus grandes fortunes françaises et il a déménagé en Suisse quand Mitterrand est arrivé au pouvoir en France parce qu'il avait peur de payer trop d'impôts en France. Donc il a déménagé dans le canton de Genève et à l'époque il a bénéficié d'un forfait fiscal, ce qui est un des thèmes qui nous intéresse notamment aujourd'hui, les forfaits fiscaux en Suisse. Et l'ironie de l'histoire, c'est que Pierre Castel n'a pas suffisamment payé d'impôts à Genève et l'administration genevoise fiscale a fini par s'en rendre compte, notamment parce qu'il s'était inscrit sous son deuxième prénom qui était Jésus Castel. Et à un moment, ils se sont rendus compte que en fait, c'était pas Jésus Castel, mais Pierre Jésus Castel, patron du groupe Castel. Et puis, ils ont remonté l'entrelac de société. Ils se sont rendus compte qu'il avait tout un écheveau de sociétés au Liechtenstein, à Singapour, etc., qui n'avaient pas forcément été déclarés. Parce que pour calculer le forfait fiscal, ils doivent calculer quelle est l'étendue de la fortune de la personne.
Donc pour la Suisse, c'est avantageux d'avoir un forfait fiscal parce qu'il prélève un pourcentage de cette fortune. Et pour la France, par exemple, dont était originaire Pierre Castel, c'est un manque à gagner parce qu'il est imposé du coup seulement en Suisse et pas en France. Mais même en Suisse, avec ce forfait fiscal à Genève, l'administration fiscale a estimé que c'était trop bas. Et du coup, il a eu un rattrapage fiscal à 400 millions de francs, ce qui est assez énorme. Ça correspondait au déficit fiscal du canton l'année dernière. Donc il y a eu une bataille fiscale, c'est allé jusqu'au tribunal fédéral et finalement ça a été validé, donc il a dû payer ce montant. Puis entre-temps, il a déménagé, il s'est établi dans un autre canton en Suisse qui était plus favorable pour lui. Et je crois que même d'ailleurs là, il a quitté la Suisse, je crois qu'il est allé au Portugal. Voilà. Donc c'est une histoire assez rigolote qui raconte que même en allant en Suisse, je suis désolée, je parle peut-être trop vite. Dis-moi, c'est bon. Même en Suisse, qui est un pays quand même plutôt favorable au niveau de la fiscalité, parfois même les grandes fortunes ne s'y retrouvent pas et estiment que c'est trop pour eux. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une histoire intéressante. Et c'est le genre d'histoire sur lesquelles on peut tomber en faisant de la veille judiciaire dans les tribunaux suisses, du coup. Trop bien, merci beaucoup. Alors le fait que Gotham City soit un journal suisse, ça nous attire beaucoup. En effet, en prenant un peu de recul, on a l'impression que le sujet est quand même moins bien couvert ici en Suisse, et en tout cas par exemple par rapport à nos voisins français. On entend en tout cas moins parler de divers méfaits fiscaux. Est-ce qu'il y a une explication à cela que toi tu pourrais nous donner? On a d'ailleurs été très content d'apprendre l'existence de Gotham City et on aimerait vous remercier pour votre travail. Voilà. Et tout ça, ça nous porte quand même à nous poser la question de la particularité de la Suisse. Il nous paraît quand même que la Suisse, elle a perdu un peu ce rôle de paradis fiscal qu'elle avait. Il y a un peu on a perdu le secret bancaire, comme tu nous le disais avant. Et du coup, on se demande, est-ce que ça change le travail de journalisme ici? Donc, est-ce qu'il y a par exemple une coopération avec les autres pays pour donner un certain nombre d'informations? Voilà. On note aussi qu'il y a une responsabilité particulière ici chez nous en Suisse, parce que il y a quand même beaucoup d'argent qui échappe aux impôts. Là, tu disais par exemple de la France, dans d'autres pays qui ont besoin de cet argent pour un certain nombre d'infrastructures sociales. Et voilà, donc globalement, qu'est-ce qui rend la Suisse particulière sur ce thème et comment vous interagissez avec ça au niveau du journalisme? Voilà. Merci. Pour répondre à la première question, qui est de se demander pourquoi en Suisse, comparé à la France, il y a peu de médias qui s'intéressent à ces thèmes en lien avec la criminalité financière. Il y a d'abord une raison, mais qui touche aussi les médias français, qui est le manque de financement des médias en Suisse, avec une chute des abonnements, un avènement du tout gratuit sur Internet, qui du coup a fait que il y a une érosion des abonnements payants sur les médias, et puis certainement un manque de financement public. Mais ce qui joue aussi, à mon avis, ce qui fait la différence entre les deux, c'est qu'on évolue dans un cadre législatif qui est beaucoup moins favorable aux journalistes en Suisse qu'en France. En France, par exemple, c'est assez rare qu'un média puisse se faire attaquer auprès du tribunal de commerce. Il y a une cour dédiée qui est dédiée aux litiges liés à la presse, avec un cadre législatif qui est quand même assez protecteur. C'est assez récent que certains médias se fassent attaquer au tribunal de commerce. Et d'ailleurs, quand c'est le cas, ça crée tout un tollé. Alors qu'en Suisse, le droit de la presse, il est beaucoup plus restrictif. Pour vous citer deux exemples, il y a les mesures provisionnelles, qui ont créé tout un débat l'année dernière parce qu'il y a eu un changement législatif à ce sujet. En gros, pour faire simple, quand on veut publier un article, on est censé faire ce qui s'appelle le contradictoire, c'est-à-dire qu'on contacte la personne qui est concernée par notre article et on lui donne la possibilité de donner sa version des faits. Et certains utilisent ça pour anticiper et déposer ce qui s'appelle des mesures provisionnelles pour empêcher la parution de l'article en avance. C'est de la censure préalable. Et du coup, nous, ça nous oblige en tant que médias, déjà à ne pas publier, et ensuite à prendre un avocat qui du coup coûte cher, et ensuite à aller se défendre sur le fond au tribunal, et cette procédure peut durer plusieurs années. Donc ça fait que pendant tout ce temps, même si à la fin on gagne, l'article est bloqué.
Donc nous, ça nous est arrivé à plusieurs reprises. Et ça pose un problème déjà de financement, parce que même si on gagne ensuite la procédure et que l'article paraît, on a dû engager des frais de justice qui peuvent être quand même élevés pour un petit média indépendant, et on n'est pas forcément remboursé en totalité des honoraires d'avocat. Et puis ça permet aussi pour ceux qui utilisent ces mesures d'avoir le contrôle sur le narratif. Si par exemple ils veulent pas qu'un article sorte à tel moment parce que pour eux politiquement c'est pas le bon moment, ils peuvent le faire. Donc l'existence des mesures provisionnelles, c'est très bloquant pour les journalistes en Suisse. Et nous, par exemple, on fait pas d'investigation, on se base uniquement sur des données qui sont publiques, qui sont des jugements. On fait pas du journalisme dit d'investigation, nous on fait de la chronique judiciaire. Mais c'est vrai que le journalisme d'investigation pur et dur, en Suisse, il est très difficile à faire à cause d'une autre raison, qui est que les journalistes suisses ne peuvent pas utiliser ce qui s'appelle des leaks. On en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Il y a eu les Panama Papers, les offshore leaks. C'est toutes ces données qui ont été hackées, qui ont été soit mises sur le net, soit transmises à des journalistes par des sources anonymes, qui concernent de l'évasion fiscale notamment. Et les médias suisses ne peuvent pas travailler dessus à cause d'une disposition de ce qui s'appelle la loi sur les banques, qui à l'origine était la loi qui était à l'origine du secret bancaire, et qui nous interdit de travailler dessus parce que c'est des données qui touchent aux banques et on risque des peines de prison si on fait ça. Donc par exemple, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il y a une grande enquête qui portait sur le Crédit Suisse parce qu'il y a une base de données en lien avec le Crédit Suisse qui a été leakée. Donc il y a eu pas mal de médias internationaux qui ont travaillé dessus. Et en fait, les médias suisses n'ont pas pu faire cette enquête avec les autres médias parce que c'était trop dangereux. En fait, judiciairement parlant, le risque était trop important. Il y a même eu une rapporteuse de l'ONU qui allait un peu tenser la Suisse en disant que vraiment, au niveau de la liberté d'expression des journalistes, ça posait un réel problème. Et du coup, nous, ce qu'on pense, c'est que le secret bancaire a longtemps existé en Suisse, il n'existe plus, mais il y a d'autres manières de maintenir le secret. Et notamment, ces dispositions vis-à-vis de la presse sont une forme de secret bancaire décalé, on va dire, mais qui est problématique. Voilà, c'était les 2 grands points qui expliquent un peu l'univers différent dans lesquels évoluent les journalistes en Suisse et en France, et pourquoi il y a peut-être un peu moins d'investigation du coup. Alors, on voulait aussi juste revenir un peu sur un plan plus directement politique, sur pourquoi, en tant qu'organisation communiste, on était intéressé par ce sujet, et pourquoi ça nous intéressait d'en apprendre un peu plus. Et un peu l'analyse qu'on fait de ce que c'est l'évasion fiscale. Donc, le premier constat, c'est que dans les sociétés bourgeoises actuelles, telles qu'elles existent, il existe déjà des mécanismes de redistribution de la richesse, de redistribution de la plus-value, qui ont souvent été acquises par les luttes du mouvement ouvrier, du mouvement des travailleurs et des travailleuses. Et ces mécanismes de redistribution, ils permettent, notamment grâce aux impôts et aux services publics, de répartir la plus-value qui a été extorquée par la bourgeoisie dans le processus de travail. Et donc, nous, on pense qu'on doit agir en tant que communistes sur 2 fronts, à la fois pour renforcer ces aspects de redistribution qui existent déjà et les étendre au maximum possible, mais on pense aussi qu'on ne peut pas se contenter de ça, parce que même si on répartit une partie de cette plus-value qui a déjà été expropriée aux travailleurs, eh bien, il reste encore le fait que la bourgeoisie extorque de la plus-value pendant le processus de travail, donc au moment de la production. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'il faut à la fois, comme j'ai dit, renforcer ces mécanismes de redistribution, mais aussi mener le combat pour resocialiser la production, redémocratiser la production et rendre les travailleurs souverains sur leur travail, les travailleurs et les travailleuses, bien sûr. Et donc, comment il faut articuler ces deux enjeux différents entre les mécanismes qui existent déjà, les renforcer et les défendre, et créer de nouveaux mécanismes dans la production. Eh bien, pour nous, c'est 2 objectifs pour lesquels il faut lutter en même temps. Le premier, c'est parce qu'une meilleure répartition, ça permet déjà de meilleurs services publics qui sont nécessaires pour notre émancipation collective, mais aussi individuelle.
et donc pour pouvoir nous permettre de lutter sur les autres fronts notamment, et aussi à rendre la vie quand même plus agréable. Et également, mais aussi également, ça nous permet de nous mieux comprendre ces enjeux liés à la production et à la redistribution des richesses, et à mieux nous organiser dans les luttes, donc à construire des organisations plus solides et plus capables de mener des combats à plus grande échelle. Et donc voilà, on pense vraiment que c'est deux combats qui doivent se mener de front, et qui doivent nous apprendre aussi nous-mêmes à nous organiser et à mieux comprendre le monde pour pouvoir le changer. Et du coup, c'est pour ça qu'on est très content de t'avoir invité, et que du coup on aimerait te poser une nouvelle question que Nathan va poser. Ouais. Je voulais dire par rapport, comme on parlait de redistribution, moi je vais pas trop insister sur l'aspect fiscal purement national en Suisse, par rapport à est-ce que le taux d'imposition est trop élevé, trop bas, etc., mais plutôt à l'impact que peut avoir la Suisse à l'international via les politiques fiscales qu'elle permet sur son sol. Et donc une chose que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié parce que tu me posais la question de quel impact pouvaient avoir nos enquêtes peut-être à l'étranger, enfin nos articles. Une chose qui est assez importante en Suisse, c'est que depuis la fin du secret bancaire, la Suisse accepte de faire ce qui s'appelle l'échange automatique d'informations bancaires ou fiscales. C'est-à-dire que s'il y a une autorité de poursuite à l'étranger qui fait une enquête fiscale et qui demande à la Suisse des informations sur des comptes en banque, la Suisse transmet ces informations. Ce qui n'était pas le cas avant, vu qu'il y avait le secret bancaire, ou du moins c'était plus compliqué. Et donc du coup, il y a tout un large pan des affaires qui passent au tribunal, qui sont des recours contre des autorisations de transmission d'informations bancaires qui ont été faites par les autorités suisses. C'est-à-dire que les avocats des personnes concernées peuvent déposer une série de recours, ils y ont droit en droit suisse. Et ça peut considérablement délayer le temps de la procédure, parce que imaginons qu'un pays à l'étranger fasse une demande, ensuite ça arrive en Suisse, le temps que c'est accepté et puis qu'il y ait ces multiples recours, ça fait des années et des années, et puis parfois on peut atteindre la prescription grâce à ça. Et ça, c'est assez critiqué au niveau international, le fait que en Suisse, il y ait ça qui existe. Mais l'avantage aussi de l'autre côté, c'est que comme ça passe, il y a beaucoup de demandes d'entraide qui passent par la Suisse, et que c'est quelque part public, qu'on peut faire des articles dessus, ça nous permet aussi de faire sortir des histoires qui n'auraient pas été connues sinon. Récemment, on a eu le cas avec de riches Argentins qui avaient caché des comptes en Suisse, qui faisaient partie d'un gros groupe de presse argentin très connu qui s'appelle Grupo Clarín, excusez-moi pour les hispanophones dans la salle. Ça c'était intéressant, surtout dans un contexte argentin. Un lecteur suisse en avait un peu rien à faire, alors que là-bas c'était une information importante qui éclairait le débat public, etc. Donc en ça, la Suisse a un rôle important, en fait, vu qu'elle abrite beaucoup d'argent de pays étrangers. Et ça nous permet d'avoir des histoires qui sont assez internationales, quoi. Voilà. Trop bien, merci. On se posait aussi la question de l'impact que le journalisme il a dans le milieu politique suisse, du coup comment ça informe la question de l'évasion fiscale dans ce milieu. Particulièrement, on se demande quels critères vont en général permettre qu'une affaire va être reprise et d'être plus largement médiatisée que les autres. Est-ce que par exemple il y a, je sais pas, une certaine obscénité qui fait que c'est des sommes énormes et du coup ça va être repris. Est-ce que c'est d'autres choses? On se questionne aussi sur le fait qu'une fois qu'une affaire est publique, comment on explique l'inaction des politiques? Est-ce que c'est juste de la mauvaise foi? Est-ce que les politiques sont parfois trop proches des milieux qui font ces évasions? Est-ce qu'il manque de moyens? Est-ce qu'ils savent pas quoi faire? Est-ce qu'ils sont démunis? On imagine que c'est relatif aussi au positionnement des différents politiques, mais on aimerait aussi l'appréciation sur cet impact. Merci. C'est sûr que plus les montants sont élevés et plus il y a de chances que ça crée un débat politique. Par exemple, moi je suis assez souvent les débats en ligne du Grand Conseil à Genève, et l'affaire Pierre Castel par exemple a créé des débats aussi dans la presse, parce que cette ardoise fiscale de 400 millions correspondait au déficit du canton pour l'année. Alors effectivement, c'était pas
la fraude fiscale ou l'évasion fiscale qu'il avait faite datait d'il y a plusieurs années, donc c'était pas contemporain, mais mine de rien, quand l'argent est tombé, ça a fait une manne fiscale qui était très importante. Et il y avait eu aussi des débats sur l'affaire Drahi. Drahi, c'est aussi un milliardaire français dont le forfait fiscal à Genève avait été contesté. Et donc ça aussi, ça avait créé des débats en interne, mais c'est vrai que là, on parle de dossiers fiscaux de plusieurs millions de francs, voire même dans l'affaire Drahi, on n'a pas le montant total de l'amende fiscale, qui lui est réclamé, mais certains parlent de plusieurs milliards de francs. Donc effectivement, c'est pour ça que ça a un écho. Mais globalement, j'ai quand même la sensation que ce genre d'histoire touche peu les politiques en Suisse. Et donc la question de savoir pourquoi, moi je suis pas active en politique, donc je sais pas. Mais une piste d'explication serait peut-être le fait que la Suisse est un parlement de milice, où du coup les parlementaires peuvent garder leur emploi précédent quand ils sont élus. Et du fait de la structure même des personnes qui sont élues, sociologiquement, c'est plutôt des professions libérales assez aisées. Et du coup, quels sont les métiers qui permettent de faire ça ? On a quand même une grande proportion de parlementaires qui est avocat et avocat d'affaires. Et à mon sens, ça crée un conflit d'intérêts qui est pas négligeable, parce que certains d'entre eux ont des riches clients dont ils défendent les intérêts à la ville, on va dire, et puis ensuite ils vont voter des lois ou siéger dans des commissions où ce genre de questions va être abordé. On avait eu notamment le cas il y a quelques années avec un millionnaire indonésien qui est le frère de l'actuel président de l'Indonésie. Et donc à cette époque-là, son frère n'avait pas encore été élu, mais il était dans la course à la présidentielle. Donc il était quand même assez connu en Indonésie et il devait 100 millions de francs au fisc suisse. Donc nous, on a vu l'information via une procédure judiciaire. Donc on avait prévu de publier l'article et on a eu des mesures provisionnelles sur cet article qui ont été demandées par les avocats. Du coup, on a dû publier l'article 2 semaines plus tard. Et on s'est rendu compte qu'un des avocats qui avait demandé ces mesures provisionnelles, c'était Christian Lucher, qui est bien connu, et qui est par ailleurs, qui est à la fois avocat et actif en politique. Et à l'époque, il siégeait dans une commission il y avait le traité de libre-échange entre l'Indonésie et la Suisse qui devait être signé, et où notamment toute la question de l'huile de palme était abordée. Et il se trouve que ce riche client, il était très actif dans l'huile de palme. Alors on n'a pas de preuve que ça l'intéressait que l'information sorte pas à ce moment-là, mais c'est vrai que c'était un bon timing pour ne pas avoir cette information qui sortait à ce moment-là. Et c'est vrai que ça pose une réelle question de conflit d'intérêts. Alors en Suisse, il y a des règles qui existent au sujet des conflits d'intérêts, évidemment. Mais globalement, le fonctionnement politique fait que, le fait que... c'est ce que j'ai expliqué à l'instant. Donc, c'est peut-être une piste d'explication parmi d'autres de pourquoi ces informations sont ont peu d'écho en politique ensuite. Merci. Et du coup, on se demandait aussi, comme ces informations sont pas spécialement reprises justement par les politiques dans les parlements et dans les gouvernements, est-ce que tu as des idées dans le rapport de force actuel politique, comment par exemple des militants pourraient s'emparer de ces informations qui sont sorties par les journalistes pour essayer d'en faire quelque chose de politique et d'essayer d'agir aussi en dehors des institutions peut-être, et oui, de manière générale, comment est-ce que le journalisme et les militants pourraient arriver à faire changer les choses, en tout cas à petite échelle, pour commencer. Moi, du coup, je suis pas militante, je suis juste journaliste, donc du coup, c'est un peu difficile pour moi de donner des pistes. Mais côté français, moi, un film que j'avais vraiment adoré, que j'avais trouvé très rigolo et qui, à mon sens, réunit un peu les deux, c'est le film de Merci Patron de François Ruffin, qui du coup à l'époque était journaliste et qui depuis est devenu député. Et donc l'histoire, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est que dans ce film, il a une obsession pour Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche de France, qui est à la tête de LVMH. Et toute l'histoire s'articule autour des Clours, excusez-moi si c'est pas la bonne prononciation, qui est un couple dans le nord de la France qui s'est fait licencier par une boîte liée à Bernard Arnault.
Et du coup, tout l'enjeu, c'est de montrer ça, c'est de montrer la différence entre l'extrême fortune de Bernard Arnault qui, quelque part, ne veut pas la redistribuer, et les gens qui travaillent pour lui, les petites mains qui ont un quotidien très très difficile. Et il y a un rapport de force qui se crée dans le film, donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas spoiler, mais c'est vraiment très rigolo, quoi. À un moment, il y a même un agent des services de sécurité de LVMH qui a enregistré secrètement et puis qui lâche cette phrase qui dit c'est un truc, c'est les minorités très actives qui sont dangereuses. Ce qui est très étonnant parce que on se dit ils ont un empire énorme, ils devraient pas craindre un petit journal comme Fakir, le journal de François Ruffin. Mais en vérité, je pense que et ça c'est quelque chose dont on se rend compte au quotidien dans notre travail, les plus riches, ou du moins les personnes de pouvoir, ce qui les embête surtout, c'est quand on sort des informations sur eux qui vont pas dans leur sens. Récemment, on a eu une procédure en justice qui est donc toujours en cours. C'était au sujet d'un banquier suisse qui avait un gros redressement fiscal en cours de l'ordre de 40 millions de francs. On avait fait un article sur lui et lui estimait qu'il n'était pas une personne publique. Il y a aussi tout un débat en Suisse, j'en ai pas parlé plus tôt, sur qui est une personne publique ou non. Donc par exemple, si moi je décide demain de faire un article sur ma voisine en disant que vraiment elle est très méchante et puis qu'elle fraude le fisc, bah j'ai pas le droit de le faire, déjà parce que c'est ma voisine et que je la connais personnellement, et puis en plus parce que c'est pas d'intérêt public. Il faut que la personne soit suffisamment connue ou que le méfait qu'elle ait fait soit suffisamment grave pour qu'on puisse mettre son nom dans un journal. Mais dans le cas de ce monsieur, on pensait que il était d'intérêt public, notamment parce qu'il avait donné une interview au Temps juste avant, où il parlait de ses affaires financières qui allaient très bien, de son entreprise, et ça le dérangeait pas d'avoir un article plutôt laudatif à son sujet dans la presse économique, mais par contre, quand on parlait de son redressement fiscal, il estimait qu'il n'était pas une personne publique. Et il me semble que tout l'enjeu est là, dans la manière dont on met la lumière sur... nous, c'est ce qu'on fait à Gotham City, on s'intéresse... aux 1% les plus riches, ou du moins aux personnes qui ont du pouvoir. Et l'intérêt, c'est de mettre comme un coup de projecteur dessus. C'est surtout ça et il me semble que dans le film Merci Patron, c'était ça qui a rendu le film assez puissant. D'ailleurs, à l'époque, ça s'inscrivait dans un contexte politique en France où il y avait ensuite eu Nuit debout, il y avait eu les manifestations contre la loi travail, et il y avait eu une espèce d'énergie militante qui était aussi créée par la joie qu'on peut avoir quand on mène des batailles politiques qui fonctionnent. C'est un peu le fait de retrouver de la joie, peut-être un côté humoristique. Voilà. Après, moi, Bon, en tout cas, c'est un film qui, à l'époque, m'avait parlé, puis m'avait donné envie de faire des choses, quoi. Voilà. Cool, merci beaucoup. Alors, pour l'instant, c'est tout pour nos questions de notre côté. Si le public veut poser quelques questions, n'hésitez pas. On va avoir des gens qui vont vous passer le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Les gens qui vont chercher eux-mêmes manger cela. Du coup, tu disais que les autres médias, enfin d'autres médias faisaient avant ce genre de publication et maintenant plus pour des raisons financières. Est-ce qu'il y a des médias qui reprennent du coup ce que vous faites à Gotham City pour faire de la publication ou pas trop? Enfin, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de scandales financiers qui sont visibles dans les médias. Enfin, plus tout public, les médias régionaux et comme ça. Et je voulais savoir dans quelle mesure votre travail était repris ou pas assez. Après, nous, on a une spécificité qui fait que, en plus de l'angle dont je vous ai parlé tout à l'heure, on s'intéresse aussi à ce qui s'appelle les professions intermédiaires. Donc, en anglais, ça s'appelle les enablers ou les facilitateurs. C'est toutes ces professions, avocats d'affaires, banquiers, gestionnaires de fortune, agents immobiliers,
qui sont parfois au service des plus riches et qui peuvent servir de rouage pour leur permettre de... par exemple, la fraude fiscale, elle est possible si on a un conseiller qui nous explique qu'il y a telle astuce fiscale dans tel pays. Donc nous, on a aussi un prisme là-dessus où on essaye de mettre en lumière ces professions parce qu'on trouve que ça montre le côté systémique de la problématique qu'on explore. Et ça, c'est vrai, et c'est ce que je peux comprendre dans d'autres médias suisses qui sont plus généralistes. C'est moins d'intérêt pour le grand public de savoir que, par exemple, un notaire ou un gestionnaire de fortune a un peu merdoyé dans telle ou telle affaire. Après, on a un certain nombre de médias qui sont abonnés, qui nous suivent, et quand il y a une affaire un peu plus importante, qui la relaie. Je pense notamment au Temps, la Tribune de Genève, par exemple. Puis il y a des journaux aussi en Suisse qui, je pense au Courrier, par exemple, qui historiquement ont quand même un intérêt aussi pour ces thématiques. Donc ça serait... Après... je sais que je me rends pas compte pour le lecteur moyen en Suisse, effectivement la thématique de la criminalité financière, elle est très peu présente, mais il y a néanmoins quand même certaines personnes dans pas mal de rédactions qui continuent à avoir ce prisme et à travailler dessus, et heureusement, parce que sinon ça serait problématique, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sinon? Juste, tu parlais de l'impossibilité de travailler sur les leaks, mais quand c'est dans des contextes internationaux, est-ce qu'il y a moyen de contourner ça en travaillant sur le travail des journalistes des autres pays et du coup de parler de ce travail-là plutôt que de parler directement des affaires et comme ça? Ou est-ce que ça s'est déjà fait, tout ça? Oui, effectivement, heureusement, c'est pas interdit en Suisse de relayer le travail des journalistes par rapport aux leaks. Quand les Panama Papers sont sortis, il y a eu pas mal d'articles dans la presse suisse. Mais si on parle par exemple de l'enquête sur le Crédit Suisse, les Swiss Secrets, qui sont parus l'année dernière, il y a eu des articles dans la presse suisse qui ont relayé les résultats qui sont sortis. C'est juste que les journalistes en question dans les cellules enquête des grands médias qui avaient été approchés, ils n'ont pas pu... chercher dans la base de données, et in fine c'est toujours un problème de ressources parce que dans ces grands consortiums internationaux de journalistes il y a aussi des ressources limitées, donc à chaque fois ils mettent un certain nombre de journalistes pour travailler sur tel ou tel pays, et c'est toujours mieux quand c'est des journalistes locaux qui parlent la langue, qui connaissent les personnes en question. Et là, le travail a été fait pour la Suisse, mais à mon avis, il a partiellement été fait. Je pense que dans la masse de données qui existe, doit y avoir des choses à trouver qui doivent certainement être intéressantes. Et c'est toujours dommage de ne pas pouvoir mettre les mains dans le cambouis directement et d'y accéder de manière détournée, quoi. Voilà. Moi, j'ai une petite question sur l'entraide, du coup, au niveau international. Tu disais qu'il y avait un certain nombre de nouvelles pratiques depuis qu'il n'y a plus le secret bancaire. Est-ce que tu peux détailler un petit peu là-dessus, sur les constats Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que il y avait différentes formes de... Enfin, la Suisse, souvent, on la critique par rapport à sa position dans le monde, par rapport au fait qu'elle ait accueilli beaucoup d'argent sale historiquement. Après, ce qu'on peut noter comme progrès positif, c'est ça, c'est qu'il y a eu la fin du secret bancaire et que maintenant, on peut pas reprocher aux tribunaux suisses de pas appliquer le droit. Ils l'appliquent bien, quoi. Il y a des organismes internationaux qui sont en charge de suivre ça pays par pays, et les dernières évaluations de la Suisse disent que c'est OK. Après, effectivement, il y avait cette possibilité législative dont je parlais tout à l'heure, qui est de faire de multiples recours, qui là délayent les procédures vraiment de manière importante, et peut-être qu'il y aurait un intérêt législatif à modifier ça pour rendre ce processus un peu moins long. J'avais regardé les statistiques parce que toutes ces affaires finissent au tribunal fédéral, qui est le dernier poste de recours qu'on peut utiliser dans ce cas-là. Et je crois qu'à 98%, les demandes d'entraide sont accordées. Donc les avocats qui font des multiples recours, ils savent très bien qu'à la fin, les informations vont partir dans le pays en question. C'est même pas une question qu'ils pensent gagner. Donc en fait, ils ont juste, ils se font payer par leurs clients pour être un peu le rouage dans le système qui met un caillou dans
dans la roue, quoi, et qui fait que ça freine. Donc, sachant, moi je pense que en se basant sur cette statistique qui est qu'au tribunal fédéral, majoritairement ces recours sont acceptés, il faudrait peut-être revoir l'ensemble de la procédure, qui c'est juste des mesures un peu qu'on pourrait qualifier de dilatoires quelque part. Et du coup, on pourrait dire que c'est pas vraiment du secret, une extension du secret bancaire, mais en tout cas, il y a plein de moyens de freiner les enquêtes et c'en est une, quoi. Il y a beaucoup d'avocats suisses qui sont uniquement spécialisés dans ça, en fait, dans des recours sur des procédures d'entraide fiscale, quoi. Ça répond à ta question. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public ? Tu parlais tout à l'heure des procédures qui t'empêchent de publier. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous empêchent de travailler, aussi des pressions, j'en sais rien, sur vous personnellement ou bien sur le journal, qui font que en fait vous pouvez pas, ou vous avez des risques dans votre travail ? Alors non, heureusement, parce que sinon, si même les journalistes suisses, pour le coup, on a beaucoup de chance. Voilà, en Suisse, quand même, il n'y a pas d'attaque personnelle contre les journalistes, contrairement à des journalistes qui travaillent dans d'autres pays ou dans des contextes vraiment difficiles, des contextes de guerre ou quoi. Donc non, nous, on n'a pas de problème de cet ordre. Il y a 2 ans, on a eu pas mal de cyberattaques sur notre site. Dont on n'a pas réussi à identifier le ou la personne qui en était responsable, ce qui nous a conduit à créer ce qu'on a appelé le Bad Fund, qui est un fonds de soutien qui est à la fois pour nous aider quand on a des procédures judiciaires et puis pour nous aider à mettre en place une solution informatique contre ces cyberattaques. On s'est fait aider par une ONG qui s'appelle Curium, qui, si je me trompe pas, est basée en Suède, et qui aide un peu les organisations qui militent pour la transparence ou la liberté d'expression à avoir des espaces en ligne qui soient pas attaqués, parce que c'est vrai que nous, on est une toute petite organisation. Enfin voilà, on nous fait une cyberattaque. D'un point de vue purement technique, nous on a les abonnements qui passent sur le site. Donc si on a une cyberattaque, c'est notre revenu qui est directement touché pour le mois en question, quoi. Donc ça peut être assez problématique. Donc ça nous avait embêté quand ça avait eu lieu, mais une solution a été trouvée. Donc ça c'était bien. Mais c'est vrai que pour remonter à la source de qui était à l'origine de ça, c'est difficile. Mais probablement quelqu'un qui était pas d'accord avec l'article qu'on avait publié sur lui. Je dis lui parce que c'est majoritairement des hommes dans nos articles. Il y a très peu de femmes en matière de criminalité économique. Voilà. Ok, très bien. D'autres qui... Bien donc. Oui, merci beaucoup déjà pour toutes les infos. On voit que c'est très compliqué quand même comme domaine. Et donc moi je me demandais, est-ce que tu as des livres d'introduction ou bien des podcasts ou je sais pas quoi pour aussi se former là-dessus, parce que je me dis, les politiciens de milice qui sont de l'autre côté et puis qui aimeraient combattre ça, si en face tu as des avocats qui sont hyper calés sur le sujet, c'est très difficile aussi de faire bouger les choses. Moi, un livre qui m'avait beaucoup plu, c'est un livre qui a été publié par l'ONG Publicae, ça date d'il y a quand même plusieurs années, si je me trompe pas, ça s'appelle Swiss Trading, et ça parle du négoce de matières premières. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous l'ont lu. C'est vrai qu'on n'a pas abordé le négoce de matières premières, qui est un sujet que je trouve passionnant, mais sur lequel Publicae travaille avec un angle journalistique et qui est super intéressant. C'est-à-dire que la Suisse est un hub pour les matières premières. Il y a beaucoup de sociétés de négoce qui sont implantées en Suisse, comme Glencore ou Trafigura ou Vitol. Et donc il y a des risques de corruption énormes parce que c'est du trading de pétrole notamment. Ça pose des questions sur les enjeux écologiques, ça pose des questions sur les enjeux fiscaux. Enfin, c'est vraiment très très bien. Et ce livre, il montre vraiment la place de la Suisse historiquement là-dessus, et puis avec des propositions de réforme. Donc il est vraiment très très bien. Et il y en a un autre qui est sorti en anglais l'année dernière, toujours sur le négoce de matières premières, qui s'appelle The World for Sale. Désolée pour mon accent anglais. Qui a été écrit par des journalistes de Bloomberg qui travaillent sur ce sujet, qui est aussi très bien. Attendez, je me creuse la tête. Je fais une mini pause, je réfléchis et je redis quand... Ouais.
En Suisse, comparativement à la France, tu as assez peu de condamnations, de procès pour corruption à la fois de députés, de membres de l'exécutif, etc. En France, ça tombe tout le temps, c'est le bordel, c'est super drôle, très bien. Mais moi, ça me frappe parce que j'ai le sentiment qu'avec le système de milice suisse, les politiciens suisses devraient être plus corrompus que les Français. Comment tu expliques cette situation ? En France, suite à l'affaire Cahuzac, si je dis pas de bêtises, il y a eu la Haute Autorité de la Vie Publique qui a été créée, la HATVP. Et du coup, ça oblige les députés à chaque début de mandature, ou je crois non, c'est tous les ans, ils doivent déclarer leurs revenus. Et donc l'intégralité de leurs revenus et puis aussi leur lien d'intérêt. Et donc ça, c'est un outil qui peut être très intéressant pour dépister les conflits d'intérêts. Puis après, techniquement, il peut y avoir des signalements à la justice. Après, pourquoi il y a plus de poursuites en Suisse qu'en France ? Il y a aussi eu le parquet national financier, c'est l'équivalent du ministère public de la Confédération en Suisse, qui historiquement, quand on regarde quand est-ce qu'il a été créé, dans quel contexte, etc., il avait tout un angle qui était sur les atteintes à la probité. Il y a une infraction en droit français, c'est ça. Et du coup, ils ont eu historiquement un positionnement... eux-mêmes n'avaient pas de militantisme politique, mais ils étaient obligés dans leur statut de regarder ça, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'aille vérifier. Est-ce que c'est dans les attributions du MPC de faire ça ? Je pense certainement, mais je pense que c'est peut-être moins un angle d'attaque qu'en France dans la manière dont ça a été créé. Peut-être que ça explique ça. Et puis peut-être, soyons optimistes, peut-être que les politiciens suisses sont très intègres. Après, il y a aussi des différences peut-être culturelles entre la Suisse et la France. Est-ce que... Ouais. Non, là, on s'aventure sur un terrain... Non, j'en sais rien. Mais c'était les deux pistes. En tout cas, moi, je pense que le fait d'avoir une haute autorité de la vie publique qui vraiment pourrait suivre les liens d'intérêt de manière officielle, ça serait quelque chose de vraiment important à mettre en place, en tout cas. Si, évidemment, parce que dans tous les cas, les autorités de poursuite, elles ont plusieurs canaux via lesquels elles peuvent se saisir d'une affaire. Et c'est vrai que quand il y a des articles dans les médias, ça peut être... les autorités de poursuite doivent justifier pourquoi elles ouvrent une enquête contre quelqu'un. Donc on peut pas ouvrir une enquête contre n'importe qui sur la base d'aucune preuve. Il faut déjà avoir un peu un soupçon, pouvoir qualifier en droit qu'est-ce qui est répréhensible. Et donc c'est vrai que quand il y a des articles de presse, ça peut aider à lancer une enquête, effectivement. Il me semble qu'en Suisse, il y a eu quand même l'affaire Maudet qui a été peut-être trop médiatisée. Et si je me souviens bien, il y a aussi eu une histoire, je me rappelle pas le nom de cet homme politique, mais je crois que c'était si je dis une bêtise, arrêtez-moi, quelqu'un de l'UDC qui avait pas déclaré qu'il était à la tête d'une fiduciaire qui respectait pas exactement les règles des fiduciaires. Je retrouve pas le nom de cette personne. Non, ça dit pas quelque chose à quelqu'un ? Voilà, mais c'est les deux exemples récents dont je me souviens. Ouais, si quelqu'un a des idées dans la salle, il n'hésite pas à le dire. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Très bien. Pour revenir peut-être un peu plus sur les aspects politiques ou de la politique institutionnelle, on a parlé de la fin du secret bancaire qui a permis d'ouvrir un peu des pistes, mais qu'est-ce qui vous rendrait service d'un point de vue politique comme revendication qu'on pourrait avoir pour faciliter votre travail de recherche pour la suite ? Nous, au niveau des propositions politiques pour lesquelles on a milité d'ailleurs, il y avait la question des mesures provisionnelles. Nous, on aimerait que la loi soit changée parce que là, elle est trop restrictive pour les médias. Il y a également le point qu'on a abordé tout à l'heure sur la question des leaks. Alors nous, à Gotham City, on n'est pas directement concernés parce que, comme je vous l'ai dit, on fonctionne en source ouverte, mais la plupart des journalistes en Suisse qui bossent sur ces aspects trouvent que c'est quelque chose de très important qui devrait être changé.
Et après, y avait les aspects dont je vous ai parlé sur les recours multiples. Bon, après, ça, c'est pas mon rôle en tant que journaliste de dire il faudrait faire un changement de loi ou pas. Là-dessus, ça peut aussi avoir un intérêt parce que le fait que ces recours existent au tribunal fédéral, ça permet aussi à ces informations de sortir dans la presse. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Mais nous, d'un point de vue journalistique, c'est les deux gros aspects dont je vous ai parlé tout à l'heure qui pour nous seraient très intéressants. Et puis sur la question des matières premières, parce qu'on en a très peu parlé, c'est une revendication de Publica. Ils aimeraient qu'il y ait une autorité de régulation par rapport à ça, parce que le secteur bancaire, par exemple, est régulé, il y a une autorité de poursuite, etc. C'est pas le cas pour le secteur de négoce de matières premières, ce qui fait qu'en Suisse, par exemple, il n'y a même pas de statistiques détaillées qui nous permettent de savoir exactement quelle est l'ampleur de cette industrie, en fait. C'est encore très, très opaque. Donc, à mon avis, un des gros angles sur lesquels il manque une législation aujourd'hui, c'est le négoce de matières premières. Et un dernier point, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, c'est la question des autorités de poursuite en Suisse. Il y a la question des peines. Alors ça, c'est un peu pareil dans tous les pays, c'est pas forcément que en Suisse, c'est aussi en France. Mais c'est le fait que le crime financier, globalement, ça vaut le coup, quoi. Parce que les peines, elles sont pas très dissuasives. Il y avait eu l'exemple, par exemple, d'un intermédiaire, je sais pas si vous avez suivi l'affaire Petrobras, c'était une grosse affaire de corruption au Brésil, qui touchait à des partis politiques. Puis il y avait beaucoup d'argent qui s'est retrouvé dans des caisses en Suisse. Et il y a un intermédiaire, c'était un apporteur d'affaires, c'est-à-dire que il démarchait les banques, il arrive avec des riches clients, puis il permettait l'ouverture de comptes dans des banques suisses. Et donc, il avait permis de blanchir 60 millions de francs au total. Et il avait coupé d'une peine dérisoire par rapport à ça. Encore récemment, il y avait le scandale 1MDB, c'est un gros fonds public en Malaisie qui avait subi des gros détournements. Il y avait un banquier de la BSI qui avait pareil facilité du blanchiment et il a pareil est coupé en Suisse d'une peine très très faible. Donc c'est vrai que pour les personnes concernées, bon, il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé qui est qu'il y a une possibilité d'obtenir une sorte de justice négociée, c'est-à-dire qu'en collaborant avec les autorités, les personnes poursuivies pour des crimes financiers peuvent avoir des peines plus faibles. Et puis ça passe par ce qui s'appelle une procédure simplifiée, c'est-à-dire que ça prend pas des années au tribunal. Enfin, l'avantage pour les autorités de poursuite, c'est que elles sont sûres que la personne va payer une amende, et puis elles sont sûres que ça va aller vite. Donc du coup, ça engorge pas les tribunaux avec des multiples recours. Donc ça, c'est l'avantage pour eux. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, pour les personnes en question, elles s'en sortent bien, quelque part. Il n'y a pas d'effet dissuasif. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était la FINMA, qui est le régulateur financier en Suisse, qui n'a pas de pouvoir de coercitif de dissuasion, notamment de sanctions, notamment sur les dirigeants des banques, qui ont très rarement des poursuites. Un des gros problèmes aussi en lien avec la criminalité économique, c'est que souvent quand il y a des poursuites, c'est les échelons intermédiaires au sein des banques qui ont des peines, qui sont condamnés. Par exemple, et on en parlait tout à l'heure avant la conférence, il existe dans les banques ce qui s'appelle les services conformité. C'est les gens qui sont chargés de détecter les transactions suspectes et ensuite de les déclarer aux autorités. Souvent, quand il y a un problème, un gros scandale de blanchiment ou de corruption, c'est ces personnes-là qui se font condamner, alors que finalement, elles avaient elles étaient soumises à une hiérarchie. Donc, quelque part, ça fait pas de sens de les condamner elles et de pas condamner la hiérarchie supérieure de la banque. Et en Suisse, c'est très rare. Je crois même que ça s'est jamais produit qu'une personne à la tête d'une banque se fasse condamner. C'est un peu les fusibles intermédiaires qui prennent, voilà. Donc c'est des pistes de choses qui pourraient éventuellement être changées, ouais. Très bien. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci encore, Colin. Et oui, je pense qu'on... Merci beaucoup.